Bonjour et donc bienvenue à la CCISM. Je suis Malaika Maxwell Bell, chargée de communication et d'animation à la CCISM. Et nous sommes ici aujourd'hui pour une autre séance du Bush-T Networking sur la gestion des sinistres en entreprise. Plus de 2 ans après Irma, il nous semblait tout à fait opportun de faire cette séance car nous avons constaté qu'au lendemain d'Irma, beaucoup d'entreprises, beaucoup d'entrepreneurs ne savaient pas comment gérer leurs sinistres, comment gérer leurs dossiers d'assurance. Nous avons déjà eu une première conférence débat sur la gestion des dossiers en assurance. Et donc, j'ai pu, par le biais de la Fédération française des assureurs, faire la connaissance de Madame Fabienne Hébreu, du Comité des assureurs des Antilles-Guyane. Et en discutant, nous nous sommes dit que c'était une bonne occasion donc, de faire un Bush-T Networking sur la gestion des sinistres en entreprise, afin tout simplement de permettre aux entrepreneurs de poser leurs questions et de savoir que dans notre région Caraïbe également, existe un comité qui est là pour nous soutenir. Donc aujourd'hui, nous avons Madame Fabienne Hébreu du Comité des assureurs des Antilles-Guyane, qui est accompagnée de Monsieur Constantin Désert, qui est sur le territoire. Et donc, nous allons discuter de la gestion des sinistres en entreprise. N'hésitez pas à poser vos questions. Les personnes qui nous suivent via les réseaux sociaux, n'hésitez pas à nous poser vos questions dans la section des commentaires, et ensuite nous les partagerons donc avec nos présentateurs. Madame Hébreu, je vous passe la parole. Oui, merci. Tout d'abord, merci pour cette invitation. Donc, je vais quand même parler très brièvement du Comité des assureurs Antilles-Guyane. Donc, on est directement rattaché à la Fédération française de l'assurance qui réunit les compagnies dites traditionnelles, mais également les mutuelles. Donc, c'est une instance c'est une instance où se réunissent donc les professionnels de l'assurance pour parler de notre profession. Concernant le Comité des assureurs Antilles-Guyane, il y a 3 commissions. La commission dommages aux biens, auquel j'appartiens, ainsi que Constantin, et la commission auto et la commission assurance de personnes. Donc nous sommes 2 représentants de la commission dommages aux biens, de la commission dommages aux biens du Comité des assureurs Antilles-Guyane. Donc on a répondu volontiers à l'invitation de la CCI de Saint-Martin pour vous parler notamment de la gestion des sinistres en entreprise et évoquer également avec vous, on a tenu à le faire, la résilience des entreprises face à un événement climatique majeur. C'est la présentation qui apparaît. Voilà, donc je vais commencer par ceci et ensuite on viendra plus directement sur la gestion des sinistres. Mais il nous a semblé important, Constantin et moi, quand même de replacer le cadre, d'accord, dans lequel on va intervenir. Alors, tout d'abord, un petit rappel qui a le mérite d'exister, mais qui n'est pas forcément agréable. En tout cas, on constate globalement, et je pense que vous l'entendez régulièrement à la télé, à la radio, qu'on a des sinistres climatiques de plus en plus coûteux. Donc l'importance d'être assuré, est peut-être de plus en plus prégnante, mais en tout cas, les personnes sont de plus en plus souvent assurées et donc la violence des événements fait que les sinistres sont de plus en plus coûteux. Le dernier en date, malheureusement, qui a fortement impacté Saint-Martin et Saint-Barthélemy, le cyclone Irma. En études prospectives, puisque les assureurs, on a une profession qui est un peu particulière, puisqu'il nous faut anticiper, prévoir. Et donc, il y a des études qui sont faites. Et donc, on estime à peu près qu'avec l'impact du changement climatique, on aura un doublement du coût global en 25 ans. C'est-à-dire, ce qu'on paye aujourd'hui, c'est déjà beaucoup. Mais en tout cas, c'est une tendance qui va aller en s'accélérant compte tenu des effets du réchauffement climatique sur la planète. Et quelque chose également qui nous est fortement rappelé, c'est que les îles, malheureusement, risquent d'être plus particulièrement impactées par le réchauffement climatique. Donc sécheresse 21 milliards et submersion marine 40 milliards, donc x4 en 25 ans. Et donc, alors, bien sûr, ce sont des estimations, mais ça donne quand même, d'une part, la mesure de l'aléa qui devient de plus en plus probant. Et on estime à 13 milliards d'euros imputables au changement climatique à l'horizon 2040. Donc, on est sur des sommes énormes. Et donc, notre profession s'interroge toujours sur comment être à côté des assurés, comment faire en sorte qu'on soit en capacité de respecter nos obligations, qui sont l'indemnité suite au sinistre, d'accord, dans un contexte qui est particulièrement
mouvants concernant le changement climatique. Donc je vais maintenant passer la parole à Constantin qui va vous présenter plus spécifiquement le régime des catastrophes naturelles. En effet, merci Fabienne. Donc Constantin Désert, en effet membre du comité des assureurs anti-Guyane. En effet, cette problématique du régime de catastrophes naturelles est un modèle particulier français qui a été mis en place par une loi de 82 afin de faire face à la multiplication du nombre de catastrophes naturelles en France et sur les territoires d'outre-mer. Ce régime est un partenariat entre le public et le privé. Donc ce régime est un mécanisme particulier qui permet à l'État et aux assurés français d'être couverts pour un certain nombre de catastrophes naturelles délimitées par un régime légal en partenariat avec les assureurs privés. C'est donc un régime particulier puisqu'il est basé sur un certain nombre sur des garanties portées par les assureurs, mais avec une garantie apportée par l'État et qui en définit le régime, les contours, l'application et finalement tout le schéma d'intervention. Donc au sein de ça, le rôle de l'assureur est de distribuer sa couverture et de gérer les dossiers et d'instruire tout le dossier sinistre, de permettre finalement à l'État d'apporter cette garantie illimitée. En 2017, il y a eu Irma et Maria, mais il y a eu aussi également plus de 30 catastrophes naturelles sur le territoire, telles qu'un certain nombre de sécheresses sur toute la métropole. C'est donc un régime de mutualisation des risques qui permet, au travers de chaque contrat d'assurance habitation, de cotiser à un régime national qui est porté par la Caisse centrale de réassurance et qui permet ainsi, en cas de catastrophe naturelle, sur décret préfectoral, d'intervenir, que l'État puisse intervenir pour indemniser les entreprises, les assurés et tout ce qui est couvert à travers ce régime. Donc, cette partie-là est claire pour vous? D'accord. En effet, n'hésitez pas à intervenir si c'est des choses que vous avez déjà intervenues, mais c'est donc un régime très particulier dont l'assureur ne définit pas les contours et est donc en charge de la gestion du dossier et d'assurer l'indemnisation avec un relais de financement de l'État. En effet, donc, à travers ça, cela pose un certain nombre de problématiques, puisque ne sont pas couverts au travers du régime catastrophe naturelle un certain nombre de garanties, un certain nombre de dommages qui pourraient l'être sur un contrat d'assurance classique. Donc on y reviendra plus tard sur l'intervention, ce qui est couvert, non couvert, etc. Mais donc voilà, c'est important d'insister sur le fait que c'est un régime particulier qui est mis en place et permet de couvrir tous les assurés sur le territoire pour les catastrophes naturelles. Voilà, là-dessus... La partie prime additionnelle. Ah oui. Vas-y. Je vais. Donc c'est un tarif unique. Donc, comme l'a dit Constantin, c'est une garantie légale. Les assureurs sont là pour la mettre en œuvre. On a un tarif donc unique pour cette garantie. Donc pour les risques multirisques habitation, multirisques professionnels, on est à 12% des primes dommages. Ça constitue la prime catastrophe naturelle. Et pour les véhicules, on est à 6% des primes dommages, ce qui constitue la prime catastrophe naturelle. Et ça, c'est la même chose pour toutes les compagnies d'assurance qui exercent sur le territoire français. Donc c'est vraiment important de bien comprendre la notion de c'est une garantie légale et les assureurs l'appliquent tel qu'il est prévu par la loi. Alors juste pour ajouter un petit complément à cela, donc on pourrait se dire que puisque ce sont au travers des cotisations des assurés sont pris en compte que ce régime de catastrophe naturelle est alimenté, oui, avec un taux fixe au travers de chaque contrat, que ce soit 12% ou 6% pour les contrats auto. À cela s'ajoutent d'autres coûts de réassurance, puisque c'est une intervention de l'État qui permet d'assurer un régime illimité. C'est une garantie obligatoire de couvrir de façon illimitée les catastrophes naturelles. Mais à cela s'ajoutent d'autres coûts de réassurance, donc d'autres traités, des couvertures complémentaires qui permettent aux assureurs de couvrir intégralement ces régimes. Et puis aussi des coûts de gestion, puisque, comme on l'a rappelé tout à l'heure, il faut gérer les dossiers, parce que la catastrophe
Irma a généré une quantité astronomique de dossiers à gérer et que pour ça, il faut pouvoir avoir les moyens de gérer tous ces dossiers. Donc ce ne sont pas les seuls coûts qui viennent à permettre l'indemnisation des catastrophes naturelles. Okay. Concernant donc on a parlé du régime légal, on a parlé de la prime, de la cotisation, et donc maintenant on va évoquer avec vous les franchises. Donc toujours le même rappel, c'est une garantie légale, donc les franchises sont également décrétées et fixées par l'État. Donc concernant les biens à usage non professionnel et l'automobile, on est sur 380 €, sauf pour les dommages imputables à la sécheresse, 1520 €. On est beaucoup moins impacté par la sécheresse qu'en métropole. Concernant les biens professionnels, toujours une franchise fixe légale, 10% des dommages avec un minimum de 1140 €. Concernant la sécheresse, 3050 €. Et enfin, pour la garantie perte d'exploitation, qu'on va développer tout à l'heure avec vous, on a 3 jours ouvrés de marge brute avec un minimum également de 1140 €. Donc on a une franchise différenciée quand elle concerne le particulier et une autre quand elle concerne le professionnel. Tu veux rajouter quelque chose par rapport à ça? Non, en effet, voilà. Donc il y a bien 2 régimes distincts et on peut se demander, voilà, quand il y a une petite entreprise qui a des dommages et qui doit payer 10% de sa franchise, enfin laisser 10% de sa franchise contre une grosse maison qui a une franchise seulement de 380 €, c'est un régime qui est bien fixé par la loi, et auquel voilà, on ne peut pas contourner. Les franchises doivent être payées, elles ne peuvent pas être achetées, il n'y a pas d'autre moyen que de constater ce niveau de franchise déclaré à travers la loi. Alors, comme on vous le répète encore depuis quelques minutes maintenant, donc encadré par la loi, donc c'est la loi qui définit les risques qui vont être couverts, les garanties et le fait générateur. Tu veux rajouter quelque chose? Alors, donc là, c'est une partie qui me semble importante, les risques couverts. Donc, la garantie est acquise uniquement pour les dommages matériels directs, non assurables, ayant pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel. Donc, on parle d'un agent naturel. On peut faire, par exemple, le distinguo avec un agent technologique. Si on parle, par exemple, de la dernière catastrophe qu'il y a eu en métropole à Rouen, où là, il s'agit du fait de l'homme, entre parenthèses, d'une usine. Là, on est sur l'intensité anormale d'un agent naturel. Donc, ça peut être le vent, l'eau. Voilà, on est sur un agent naturel qui a une cause qui est d'une intensité anormale, d'une violence, et on ne peut rien faire contre. On ne peut pas s'y opposer tellement l'intensité est anormale et violente. Donc ça, c'est extrêmement important. Et ensuite, ce qu'il faut aussi assimiler, c'est la notion de dommage matériel direct. Ça a été, on s'en est aperçu, ça a été un sujet peut-être d'incompréhension ou peut-être d'explication insuffisante de la part des assureurs, mais on indemnise que les dommages matériels directs. Et pour ça, ça me semble important de revenir sur le contexte. La catastrophe naturelle, on l'a vu malheureusement à Saint-Martin, va toucher un territoire important. Donc il va y avoir énormément d'assurés et de personnes qui vont être touchées par le phénomène. Donc l'État s'est dit, en tout cas c'était l'idée de la loi, dans ce contexte particulièrement catastrophique, c'est le cas de le dire, nous les assureurs, on intervient sur les dommages directs, c'est-à-dire les bâtiments, le contenu, je ne sais pas comment dire, mais en tout cas tous les autres frais et pertes qui peuvent être pris en charge avec une autre garantie, notamment la garantie incendie ou la garantie dégâts des eaux, ne sont pas pris en compte dans le cadre de la catastrophe naturelle. Donc ça, voilà, et là je pense que on est vraiment dans notre rôle de vous faire passer cette information-là et de la faire passer à nouveau. La garantie catastrophe naturelle définie légalement, l'État nous dit on est sur un phénomène majeur qui va toucher des milliers de maisons, des milliers d'individus, des milliers d'entreprises. On assure, entre parenthèses, l'essentiel, le bâtiment, le contenu, et on va définir ensuite, et la perte d'exploitation, donc la perte financière. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Oui, Constantin ? Oui, en effet, c'est complètement d'accord avec... Enfin, c'est bien l'idée de la loi. Les dommages donc matériels directs sont pris en
l'indemnisation en compte par le régime de catastrophe naturelle en se basant sur la garantie incendie. Exact. Donc dans le cadre d'un contrat, et ça marche pour les professionnels comme pour les particuliers, c'est la garantie incendie qui va fixer les limites de l'indemnisation du régime catastrophe naturelle. Exact. Donc si vous êtes assuré pour une maison au titre de l'incendie en valeur de reconstruction ou bien avec une limite contractuelle d'indemnisation, cela va changer et fixera le cadre. Quant aux biens en dommages directs, en effet, il s'agit donc de tous les dégâts causés et avec des critères fixés sur la base d'un décret préfectoral. Par exemple, l'ouragan Gonzalo en 2014 n'avait pas été déclaré catastrophe naturelle puisque la force des vents était en dessous des limites fixées. Donc il faut vraiment en effet que c'est un caractère atypique et violent. Ouais. Donc cette garantie d'incendie, en effet, ça c'est un des conseils qu'il faut retenir pour les professionnels, c'est regarder à quel montant et pour quel niveau nous sommes garantis au travers de la garantie incendie. Donc on a dit ça. Définition des périls couverts. Donc là c'est une énumération, mais elle a le mérite d'exister, mais il faut plutôt retenir la notion d'agent naturel. Aujourd'hui, voilà, on l'a vu tout à l'heure, il y a des choses qui n'arrivaient jamais et qui arrivent. Donc il ne faut pas forcément s'attacher à une définition précise des agents naturels. Vraiment, le concept général, c'est l'intensité anormale d'un agent naturel. Et ensuite là, dans la prochaine slide, on vous parle évidemment des biens qui sont couverts. Donc c'est ce que j'évoquais tout à l'heure un petit peu brièvement. Donc les bâtiments, le mobilier, les véhicules à moteur, le matériel, enfin en clair tout ce qui est lié à votre activité professionnelle, que ce soit les murs ou le contenu. Et je voudrais rajouter aussi que dans vos contrats peuvent figurer une garantie tempête et événements climatiques. Ouais, elle est là. C'est en fait l'indemnisation, donc la garantie qui intervient lorsqu'il ne s'agit pas d'une catastrophe naturelle. En cas de catastrophe naturelle, c'est un régime légal. Si après on peut être couvert contre les tempêtes et événements climatiques, ouais. Là ça tient du ressort du contrat d'assurance et donc des modalités qui ont été définies entre l'assureur et l'assuré. Alors ce que dit Constantin est important parce que on a pu constater également qu'il y a pu avoir une confusion. La garantie catastrophe naturelle embarque les effets du vent et tout autre effet causé par un agent naturel. La garantie tempête, ouragan, cyclone ne porte que sur les effets du vent et les effets de mouille. D'accord ? Donc on n'est pas exactement sur le même cadre. Donc vous pouvez avoir une tempête qui n'est pas suffisamment forte, donc vous serez indemnisé au titre de la garantie tempête, ouragan, cyclone. Quand on va avoir l'arrêté préfectoral qui va décréter, c'est le cas de le dire, que cette tempête est une catastrophe naturelle, on change de garantie. Donc ça c'est important. Donc sur la garantie tempête, ouragan, cyclone, vous serez sur quelque chose d'infiniment contractuel, donc entre l'assureur Epsilon et l'assuré, qui va avec des niveaux de franchise qui n'ont rien à voir avec ce qu'on a vu. Si cette tempête est redéfinie en événement catastrophe naturelle, on retombe sur une garantie légale avec les franchises et le cadre qui nous est imposé. Donc ça c'est important de bien le préciser. Alors, pour revenir à l'assurance donc des dommages matériels directs, j'insiste de nouveau, donc tout ce qui est indirect, tout ce qu'on va considérer comme indirect ne sera pas pris en charge par la garantie catastrophe naturelle. Donc là, on vous les cite, frais de relogement, perte de loyer, les marchandises périssables, c'est considéré comme des pertes indirectes et donc ce n'est pas pris en compte dans le cadre de la garantie catastrophe naturelle. Tu veux rajouter quelque chose, Constantin, sur ça ou... Enfin, c'est vraiment quelque chose qu'il faut intégrer. Alors, en sachant que, comme l'a dit Constantin, la garantie catastrophe naturelle s'appuie sur la garantie incendie, qui est la garantie mer. Donc, ce qui est garanti en incendie en termes de valeur, l'est ipso facto au niveau de la garantie catastrophe naturelle. Mais il y a cette différence importante entre la garantie incendie et la garantie catastrophe naturelle où en CatNat ou en catastrophe naturelle, on ne garantit que les dommages directs au bâtiment, en contenu et la perte d'exploitation quand elle a été souscrite.
En effet, donc c'est bien l'usage du bien qui détermine le montant de la franchise, avec par exemple pour les flottes automobiles, les professionnels loueurs de véhicules, la franchise qui s'applique puisque leurs véhicules sont considérés comme biens à usage particulier, la garantie est de 380 € et pas 10% des dommages. Donc c'est bien l'usage du bien tel qu'il est défini par la loi qui détermine le montant de la franchise, en plus des dommages couverts. Donc là, on va repréciser de façon, ce qui est garanti et ce qui n'est pas garanti au titre du régime catastrophe naturelle. N'hésitez pas à nous poser des questions. Hein, oui. Oui, nous vous enverrons cette slide. Est-ce que, suite du passage Irma, est-ce qu'il y a eu une modification de vos conventions? Alors, il y a des réflexions qui sont en cours. Effectivement, suite au passage du cyclone Irma, qui est donc passé le 6 septembre, les assureurs se sont réunis le 8 septembre pour déjà constater, ils se sont réunis en Guadeloupe pour votre information. Donc la commission dommages aux biens du comité des assureurs Antilles-Guyane s'est réunie en Guadeloupe le 8 septembre. Justement pour faire déjà un premier état des lieux. Et donc, lors de cette réunion, on a commencé à réfléchir sur ce qu'il faudrait faire pour aller, pour aider au mieux les assurés. Donc, on ne parle même pas de la garantie CatNat puisqu'elle s'applique. Et donc, on a de façon unanime décidé qu'il fallait qu'on prenne en charge les frais de relogement qui ne sont pas garantie de fait, puisque les frais de relogement sont considérés comme des pertes indirectes. D'accord ? Mais compte tenu de la particularité de l'île, du fait qu'il y avait des problématiques de logement, tout simplement, du fait de départ de certaines familles vers la Guadeloupe ou la Martinique, alors, de façon unanime, on a décidé ça. Donc, au moment où on se parle, où on est en train d'échanger, rien n'est encore acté, puisque c'est l'État qui décide si la garantie doit évoluer dans le temps. Mais en tout cas, on sait que la réflexion est aujourd'hui en cours sur est-ce qu'on reste sur le périmètre qu'on vous a exposé ou est-ce qu'on l'étend à certaines garanties. Mais ni Constantin, ni moi, on est aujourd'hui en capacité de vous dire demain ce sera comme ça. C'est en cours, les réflexions sont en cours. Parce que je sais que dans d'autres pays, par exemple les États-Unis, du fait qu'ils estiment que c'est un acte de Dieu, alors en fin de compte, malheureusement, c'est pas pris en compte. Ouais. Je te laisse répondre, tu veux que je réponde ? Oui. Alors en fait, le système français est extrêmement protecteur. Et en plus sur Saint-Martin, on a une île coupée en deux avec un régime hollandais et un régime français. Le système français est extrêmement protecteur. Comme Constantin l'a dit, on fonctionne sous le principe de la mutualité. Donc ça veut dire que tous les assurés de France et de Navarre et des DOM cotisent avec leur contrat multirisque habitation, multirisque professionnel, puisque vous êtes des professionnels, à hauteur de 12% de leur prime dommage. Enfin, c'est imposé. D'accord ? Donc, comment dire, pas cette assiette, mais en tout cas, du coup, quand il y a un événement catastrophe naturelle, l'État arrive en garantie illimitée. Ça n'a rien à voir avec ce qui est pratiqué dans les pays anglo-saxons. Oui. Mais vraiment rien à voir. Mais on est quand même, assujetti, entre parenthèses, à la définition de la garantie CatNat. On ne peut pas faire différemment. Et là, sur Irma, exceptionnellement, avec l'accord de la FFA, bien sûr, on a pu ouvrir le champ en prenant en charge les frais de relogement. Mais normalement, la garantie, c'est dommages matériels directs. Okay. Donc, si on avait à comparer, le système français est extrêmement protecteur. Merci. La réponse. Pardon. Et juste pour compléter un petit peu, en effet, ce régime est particulier, il cherche à être étendu. Il y a beaucoup de débats en France sur ce régime du fait de la mutualisation donc qui génère des injustices parce que, par exemple, le territoire français trouve injuste de contribuer à l'assiette des catastrophes naturelles dans les Antilles où les vents sont violents. Et voilà, là, ça a été un coût astronomique pour le régime. La Caisse centrale de réassurance a des réserves et ça a énormément impacté ces réserves.
l'État interviendrait en garantie illimitée, mais donc, en effet, il y a depuis quelques années des réflexions sur scinder le régime en fonction des sécheresses, de la territorialité, des catastrophes naturelles, de qui cotise et d'essayer de mettre des échelons. Mais c'est un débat presque sans fin, puisque l'idée fondatrice est bien la mutualisation. Donc tout le monde cotise pour permettre la continuité d'activité en fait, sur l'ensemble du territoire. Donc là, on est en train donc de passer les différentes garanties. Donc comme vous l'avez demandé, il y a une demande de madame qui souhaite avoir la liste de ce qui est garanti et de ce qui n'est pas garanti. Je propose, Constantin, qu'on fasse peut-être un petit zoom sur la garantie perte d'exploitation. En effet. Donc on s'est aperçu également après Irma qu'il y avait de nombreux professionnels qui n'avaient pas cette garantie perte d'exploitation. C'est une garantie qui est importante parce qu'elle permet d'avoir une ressource financière pour pouvoir redémarrer son activité. Elle est aussi importante également après l'incendie, puisque globalement, après un incendie, on a un certain nombre d'entreprises qui ne sont pas en capacité de redémarrer, donc encore plus pour un événement majeur. Donc, premier sujet d'attention, c'est vérifier que vous avez cette garantie dans votre contrat, ou en tout cas, renseignez-vous sur cette garantie auprès de votre assureur pour savoir si elle vous convient. Enfin, ça me semble important, puisqu'on s'est aperçu qu'il y avait énormément de professionnels qui ne l'avaient pas. Et ensuite, la garantie perte d'exploitation après catastrophe naturelle est acquise quand le bâtiment lui-même a été impacté par l'événement. Donc, dans la colonne de ce qui n'est pas garanti, la perte d'exploitation ne rentre pas en jeu en cas d'impossibilité d'accès ou de difficulté d'accès. Donc effectivement, c'est un peu compliqué à comprendre, mais il faut que le bâtiment ait été directement impacté par l'événement naturel. Puisque, je rappelle, le ciment de cette garantie, c'est des dommages matériels directs sur le bien assuré. C'est ça. Et en effet, par exemple, une voiture qui brûlerait à cause du dommage des vents et du cyclone qui prendrait feu et qui irait brûler une entreprise, c'est considéré comme un dommage indirect, et donc l'entreprise n'a pas été brûlée du fait du cyclone, mais bien du fait de la voiture qui a brûlé du fait du cyclone. Donc c'est bien le caractère. Alors ça rentre dans d'autres circonstances de responsabilité civile, mais voilà, le principe fondateur du régime est le dommage direct lié au cyclone, à la sécheresse ou à l'inondation, voilà, à l'événement naturel. La perte d'exploitation se base aussi sur les modalités contractuelles. Globalement, il s'agit d'une perte d'activité pendant une année qui empêche, donc du fait du cyclone ou de l'événement naturel, qui empêche l'activité d'être exercée. Et à la fin de cette année, on fait l'état des comptes. S'il y a eu zéro activité, l'assureur viendra compenser cette perte d'exploitation par une indemnisation financière. Au cas où l'activité, et ça s'est beaucoup trouvé à Saint-Martin, peut être donc une perte d'activité de 3 mois, mais finalement le restaurant est le seul ouvert de toute la place et génère une compensation d'activité sur les 9 derniers mois, au résultat de l'année, il n'y aura pas de perte financière, donc pas d'indemnisation. Donc c'est bien, voilà, c'est encore basé sur les modalités contractuelles qui sont en général un délai de 12 à 18 mois de... Oui. 12, on peut, sur la perte d'exploitation, on peut aller, bon après ça dépend des conditions du contrat, mais 12, 18 et voire 24 mois pour les groupes importants. En effet. Oui. Bonjour. Concernant la perte d'exploitation, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir une réflexion au niveau de la FFSA pour que, au même titre que la multirisque habitation et la multirisque auto, il y a des garanties basiques, donc la perte d'exploitation, est-ce qu'elle ne peut pas être inclue pour la multirisque professionnelle? Donc, parce que pour l'instant, ça reste une garantie optionnelle. Après, on sait qu'il y a des conseillers, malheureusement, qui ne vont pas forcément être proposés automatiquement. On a vu qu'avec Irma Saint-Martin, beaucoup de professionnels se sont retrouvés, on va dire, sans perte d'exploitation. Donc, est-ce que là, on ne pourrait pas mener une réflexion à ce sujet et se dire, dans les garanties basiques, pour un professionnel, mettre la perte d'exploitation? La réflexion est intéressante. Après,
Un contrat d'assurance est fait de garanties dites obligatoires et de garanties dites optionnelles. Donc je pense qu'on peut vite tomber sur un débat sur la liberté contractuelle. Je pense qu'en tout cas, la responsabilité de l'assureur, c'est de la proposer, en tout cas de la présenter, de la proposer, de l'expliquer. Mais bon, le libre arbitre du choix revient au professionnel. Après, c'est une garantie supplémentaire, donc elle a un coût. Certains professionnels ne souhaitent pas la souscrire dans l'immédiat. Enfin voilà, il y a pas un seul discours. Il y a plusieurs possibilités, mais voilà. Mais en tout cas, c'est une garantie qui est importante pour la survie de l'entreprise, qui permet de maintenir des emplois. Donc voilà, il n'y a pas que, voilà, il y a aussi le redémarrage économique après une catastrophe naturelle. C'est une garantie qui est importante. C'est pour ça que Constantin et moi, on insiste dessus. Et effectivement, il y a très peu de professionnels qui la prennent. Donc pour moi, la responsabilité, elle est un petit peu partagée. C'est nous, on doit vous la présenter, la proposer, vous la tarifer. Vous savez combien elle coûte, vous savez comment elle vous protège. Et ensuite, le professionnel, en libre arbitre, choisit de la souscrire ou pas. Juste pour compléter, donc en effet, il y a ce régime de la liberté contractuelle et qui est important, et parce qu'en effet, ça a un coût. Et donc d'indemniser ça, voilà, le nombre d'entreprises, nous tenons à renforcer l'attention sur cette garantie qui pour nous est indispensable, surtout dans certains domaines, dans certaines régions où il peut y avoir des catastrophes naturelles importantes et qui casseraient l'activité économique. Ensuite, forcer les assurés à souscrire cette garantie, ça aurait un coût, et du même que pour les automobiles, les gens qui ont une assurance au tiers seulement, donc uniquement pour la responsabilité civile, ne cotisent pas à cette caisse et donc ne sont pas indemnisés, puisqu'ils sont couverts que pour les dommages causés au tiers. En effet, c'est où va-t-on dans l'indemnisation, dans l'obligation, le coût de l'assurance est impacté aussi. Voilà, c'est un peu plus global que... Oui, pardon, vous vouliez... Oui, non, mais j'avais une question pour être sûr de bien comprendre. En fait, l'assurance va faire le bilan au bout d'un an, par exemple, sur le chiffre d'affaires généré par rapport aux années précédentes. Donc, le coût, le dédommagement est payé au bout d'un an ? Ou comment faire pour justement garder ces emplois s'il n'y a plus d'exploitation? Alors il y a plusieurs façons. Il y a en effet les entreprises qui attendent d'avoir un an parce que l'indemnisation sera calculée au réel et donc c'est toujours mieux de savoir exactement ce qui s'est passé. D'autres possibilités sont sur estimation du chiffre. En fait, ça se base aussi sur le chiffre d'affaires des années précédentes, d'avoir une estimation à date, d'avoir la certitude, puisque le bâtiment est complètement cassé, qu'il n'y aura pas de reprise d'activité, même un engagement sur un an, et donc de toucher par anticipation cette garantie sur les estimations des années passées. Et ça, c'est contractuel ou c'est au cas par cas? C'est contractuel. D'accord. C'est contractuel. Et juste pour compléter ce que dit Constantin, oui, merci. Donc, on a le contrat avec une limite concernant la perte d'exploitation, et sur certains contrats, on a même un taux d'ajustabilité. Ce qui veut dire que on dit qu'en 2012, l'entreprise a fait 10 000 euros. En 2013, elle a fait 11 000. En 2014, elle a fait 13 000. Donc, on se dit... En général, chaque année, il y a une évolution du CA de 10%, 5%. Et donc, ce taux d'ajustabilité est également reporté. D'accord ? Donc, ça permet d'être au plus près. On se dit, s'il n'y avait pas eu de sinistre, elle aurait eu tant de chiffre d'affaires. D'accord ? Mais là, on est dans le domaine du contractuel. Ah ? J'appuie encore ou c'est le vôtre, donc je n'ose pas trop le manipuler. Voilà. Donc voilà, donc la perte d'exploitation garantie, dans notre jargon, on l'appelle garantie de survie de l'entreprise. C'est pour vous dire à quel point elle nous semble importante. D'accord ? Un autre élément du régime catastrophe naturelle, c'est la modulation de la franchise. Donc, alors en l'absence de PPR, le PPR, c'est le plan de prévention des risques, qu'on appelle maintenant le PPRN, plan de prévention des risques naturels.
La franchise est modulée en fonction du nombre d'arrêtés pour le même péril survenu dans les 5 années précédentes. Donc en fait, l'État, quel a été, comment dire, le sens de cette modulation de franchise, c'est de se dire, puisque ne pas oublier que l'État intervient en garantie illimitée, bon, donc l'État veut donner comme message, vous êtes dans une zone où il y a un certain nombre d'aléas. On va prendre par exemple l'aléa inondation, et on s'aperçoit que j'essaie d'expliquer ça de façon le plus simple possible. On s'aperçoit que régulièrement, il y a des inondations au même endroit et que la collectivité, la commune en charge, ne met pas en œuvre le PPRN pour protéger les habitations ou les délocaliser. Et donc, de ce fait, tous les 2 ans, tous les 3 ans, on a un arrêté de catastrophe naturelle au même endroit. Donc, dans ce cas-là, quelque part, l'État dit les franchises ne seront pas ce qu'on a vu tout à l'heure, 1140 et 380 €, mais elles peuvent être multipliées par 2, multipliées par 3, voire multipliées par 4, tout simplement. Quelque part, c'est pour moraliser l'action publique. De se dire, et depuis le début, on parle beaucoup de bâtiments, de contenu, mais il s'agit également de vies humaines, hein, dont on peut parler, même si ce n'est pas notre registre là aujourd'hui, mais on peut avoir des pertes de vies humaines. Donc l'idée, c'est quand même de moraliser et de se dire, sur cet espace précis, il faut soit mettre en place un PPRN, parce que voilà, des fois il n'y en a pas, ou faire en sorte qu'il soit respecté, d'accord, et qu'on puisse définir une certaine notion d'aléa, moyen, fort, et que dans cette zone-là, il ne faut plus de nouveaux permis de construire, il ne faut plus de nouvelles entreprises, parce que c'est une zone qui régulièrement est sujette à inondations, éboulements de terrain, etc. C'est ça le sens de la modulation de franchise. Il y a des inondations. Alors en gros, c'est être sanctionné 2 fois, par vous et même par l'État. Parce que quand vous avez parlé de moralisateur et tout ça, en gros c'est pour sensibiliser en fin de compte la population pour ne plus se mettre là, parce que c'est une zone inondable. Mais je trouve que c'est un peu injuste. Hein. En fait, c'est plus pour au niveau de l'État et des préfectures et des communes, en fait, des agents publics, de prendre les bonnes décisions. Il y a un classement, en fait, ça reste un régime national. Donc, le coût d'1 € dépensé dans un territoire va coûter de l'argent sur l'ensemble du territoire, donc va demander la contribution nationale. L'idée étant de bien, en fait, de convaincre les autorités de prendre les bonnes décisions, de se confiner aux plans qui ont été de prendre conscience qu'il y a des zones plus dangereuses que d'autres et de prendre les bonnes décisions. Alors en gros, vous allez vous baser sur le PPRN qui est donné par l'État. C'est pas nous qui nous basons, nous l'assureur, on appliquera le régime. Si l'arrêté catastrophe naturelle c'est le 4e et la franchise est multipliée par 4, on sera informé et on appliquera ça. Simplement, l'État dit attention aux communes et aux mairies de prendre les bonnes décisions, d'appliquer les plans, de mettre des murs, des paliers, etc. pour empêcher ces inondations répétitives, de prendre des décisions qui permettent de limiter le coût et de ne pas concentrer, en fait, augmenter le coût pour l'ensemble de la population. Mais ce n'est pas une décision de l'assureur de dire, voilà, nous on applique le PPRN. En effet, si l'État dit demain, les maisons qui sont assurées, qui sont positionnées dans des zones rouges, nous ne les prendrons pas en compte, nous arrêterons de proposer ces garanties, puisqu'on est obligé d'y apporter des garanties illimitées, c'est la loi, on ne sera pas capable de le faire si l'État n'est pas derrière nous, financièrement. Donc on dépend de ce régime national et ce régime légal. Alors, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des plans d'occupation des sols qui sont déterminés. Les assureurs peuvent continuer d'assurer ou non dans ces zones-là. Alors, ils prennent des risques. Si je puis me permettre, je vais vous lire un extrait du règlement du PPRN. Ça fait 3 phrases, c'est l'alinéa 1.1.2. L'obligation d'assurance s'applique aux constructions existantes, quelle que soit la zone réglementée. Mais le propriétaire doit se mettre en conformité avec la réglementation dans un délai de 5 ans. Ce délai est peut-être plus court si urgence. À défaut, il n'y a plus d'obligation d'assurance.
L'assureur ne peut opposer son refus que lors du renouvellement du contrat ou lors de sa souscription. 5 ans après l'approbation de ce PPRN qui est déjà mis en application anticipée depuis le mois d'août, si le propriétaire n'a pas respecté les prescriptions de ce dernier, quelles que soient les couleurs, l'assureur peut demander au bureau central de tarification de fixer les conditions d'assureur. Donc en gros, si dans 5 ans, les habitations privées ou les hébergeurs professionnels que je représente ne sont pas en règle avec ce nouveau PPRN, c'est-à-dire par exemple pas d'habitation au rez-de-chaussée, vous avez le droit, et bien sûr c'est dicté par l'État, mais vous avez le droit de nous dire « je ne vous assure plus ». Bien sûr, nous sommes maîtres de notre politique de souscription en choisissant là où on assure, là où on n'assure pas, ce qu'on fait, quels critères de population on décide d'assurer, les plus ou moins accidentés, les personnes qui sont... Enfin, il y a tout un tas de critères que nous définissons et en fait qui permettent de déterminer notre aversion au risque, les risques que nous sommes capables de prendre ou pas, quel programme de réassurance, donc nous-mêmes nous nous assurons pour être capables de faire face à ces souscriptions. Donc ce n'est pas une obligation d'assurer, en revanche ce n'est pas interdit d'assurer dans ces zones rouges. Donc nous avons une liberté de souscription. En revanche, nous savons que le régime légal de catastrophe naturelle étant obligatoire de façon illimitée, à partir du moment où quelqu'un a une garantie incendie, nous serons obligés de le couvrir à hauteur de son contrat en cas d'événement naturel. Donc, si jamais... Naturel, mais pas catastrophe... Non, en cas de catastrophe naturelle. Donc, si l'État nous dit, nous, on ne vous assure plus la garantie illimitée parce que vous êtes en zone rouge, mais vous décidez quand même d'y aller, eh bien, ça sera pour notre poche, en fait, de prendre ces risques-là. Donc, ce mécanisme de réassurance de l'État est très important puisqu'il fixe une obligation et donc il en apporte les moyens. Aujourd'hui, s'il fixe l'obligation d'assurer de façon illimitée, mais qu'il ne nous donne plus les moyens, est-ce qu'on a un peu craint qu'il le fasse à Saint-Martin, si jamais il décide de scinder le régime et de le différencier entre la métropole et les Antilles et de faire un régime particulier, avec des coûts particuliers, avec des moyens particuliers, cela peut forcer les assureurs à faire des hausses de coûts conséquentes pour être capables eux-mêmes de financer ces coûts et donc de plus finalement être capables d'assurer ici. Donc l'importance du régime légal est finalement de permettre à la population d'aller dans les zones où l'État autorise. Il n'y a pas que les îles. On a bien vu aux infos, aux informations, les inondations se font un peu partout, malheureusement à cause voilà. Alors, il faut peut-être revoir tout, quoi, parce qu'à ce moment-là, on ne va pas léser une population parce qu'il vit aux Antilles et puis en métropole faire le contraire. Je pense qu'on est tous impactés quelque part et il faut être aussi juste. Vous imaginez, tout est remis en cause, c'est par rapport à tout ce qui se passe actuellement. Et quelque part, malheureusement, on est lésé. Vous avez raison. La problématique du réchauffement climatique, ou en tout cas des catastrophes naturelles, se pose en métropole et sur nos îles, dans les DOM. Je l'ai dit tout d'abord au début, on est dans une logique où elles seront de plus en plus fréquentes et coûteront de plus en plus cher compte tenu de leur violence. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir un régime catastrophe naturelle qui est mutualisé. Donc, globalement, c'est mutualisé. Tout le monde paye 12% sur un risque habitation et dommages et 6% pour les voitures. Donc ça, c'est très bien. Mais à côté de ça, c'est un peu le titre de la présentation, c'est la résilience. C'est-à-dire qu'on est là pour indemniser dans le cadre d'une garantie légale, mais on est aussi là pour dire, sur certains sites, sur certains territoires, il faudra mettre en place, de façon impérative, des moyens de prévention et de protection, parce que dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, ça va recommencer, ça va revenir. Et donc, si on n'est pas en capacité de prendre ce chemin-là, qui est un chemin difficile, on peut arriver à l'extrême, comme l'a dit Constantin, où la CCR va dire, c'est plus possible.
Mais autant pour Saint-Martin que pour la Guadeloupe, que pour des zones en métropole, je veux dire, c'est une réflexion globale. C'est une réflexion globale. Ça sera le cas dans 5 ans, en fait, que ce sera plus possible si les gens ne respectent pas ce qui est préconisé. Et on parlait de mutualisation. Est-ce que justement, parce que ce PPRN qui est mis en application, c'est une photo à une date clé après un événement. Oui. Un autre cyclone pourra remodifier complètement le paysage et diminuer par exemple les aléas de houle cyclonique, oui. Mais par contre sur le vent. Donc il peut y avoir un PPRN par an par exemple. Il peut, en fonction du type de cyclone, en fonction de la direction du cyclone. Et donc pourquoi on n'utiliserait pas non plus les îles de la Guadeloupe et de la Martinique, puisque on est tous soumis au même risque. Pourquoi je n'ai pas compris? On ne peut pas mutualiser ce PPRN. Pourquoi en a posé un, entre guillemets? Mais c'est pas forcément le débat, je comprends, mais ouais. Vous représentez les assureurs et dans 5 ans, vous pourrez très bien nous dire non, on ne peut plus vous assurer. Et on est soumis au même risque cyclonique, entre autres, que la Guadeloupe et que la Martinique. Donc, est-ce qu'on mutualise? Eh oui. Alors, Constantin l'a dit, nous, les assureurs, on ne définit pas le PPRN. On ne le définit pas. On nous sollicite en termes, je veux dire, même pas d'avis, mais le PPRN est défini par des sachants. Hein, J'entends nous bien, ne sommes pas sur mais ça. Par contre, votre travail sera dicté par ce PPRN. Tout à fait. Donc vous avez le droit de dire, peut-être que là, on pourrait ajuster cette loi et prendre en considération certaines choses. Alors, je termine parce que vous avez 2 questions. Donc un élément important, ce n'est pas nous qui définissons le cadre du PPRN, premièrement. Deuxièmement, vous disiez que la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Martin, on est soumis aux mêmes aléas cycloniques. Oui et non. On a des fréquences de passage, donc là il y a des physiciens qui y travaillent, il y a des fréquences de passage qui sont différentes. Par exemple, fréquence de passage d'un cyclone sur la Martinique, plutôt 10-11 ans. Fréquence de passage d'un cyclone sur la Guadeloupe, plutôt 7 ans. Donc la fréquence fait que le risque est plus fort en Guadeloupe qu'en Martinique sur l'événement cyclonique. Je ne parle pas de tremblement de terre, là on est vraiment sur l'événement cyclonique. D'accord? Donc ça c'est quand même un point qu'il faut prendre en considération. Pour mieux comprendre, on va dire que le monde est cartographié. Donc on a des zones de cyclones, des zones de tremblement de terre, et plus près de nous, la Guadeloupe est plus assujettie au passage des cyclones, de fait de sa position géographique, que la Martinique. Donc on n'est pas tous logés à la même enseigne. D'accord? Et effectivement, le PPRN, une fois qu'il est posé, c'est du rôle de l'État et des instances concernées, les assureurs l'appliqueront en tout cas, travailleront avec cette donnée. Moi non plus. Alors, je voudrais... Mais alors... Ça se développe ou ça se développe pas? Nous avons des cyclones chaque année. On en parle parce qu'il y a un cyclone qui va se développer, mais chaque année, on a des cyclones, que ce soit pour Saint-Martin, pour la Guadeloupe ou pas, pour la Martinique. Maintenant, la question, est-ce que ça va se développer dans l'océan ou si ça va aller directement sur une île? Vous voyez ce que je veux dire? Juste pour répondre à Madame Constantin. Mais en fait, effectivement, chaque année, il y a des cyclones qui se développent. Mais ça n'empêche qu'il y a une fréquence de passage plus importante sur la Guadeloupe que sur la Martinique. Donc, il y en a peut-être 20 qui se développent chaque année, mais potentiellement, il y en a 10 qui vont passer sur la Guadeloupe et 2 sur la Martinique. Et c'est la position géographique de l'île qui fait que... Donc, et c'est une donnée, c'est un fait dont on est obligé de tenir compte. C'est pas quelque chose qu'on invente, c'est pas une supputation, c'est un fait. Bon, moi, ni moi ni vous ne sommes climatologues. On est sûr d'une chose, par contre, c'est que, et vous l'avez dit, il y aura de plus en plus d'événements cycloniques ou d'événements climatiques importants et plus forts. On a un historique, on a répertorié un historique des dernières 25 années qui équivalent à 9025 jours. Le nombre de confinements sur ces 25 années, c'est confinement alerte rouge, ça ne veut pas dire qu'il y a eu le cyclone, c'est 63 ou 69 jours. Ça fait 0,69%. C'est tout.
Et du coup, je comprends pas bien le message, parce que moi, je suis pas un spécialiste du PPRN, et je crois qu'avant, il y en avait pas. En fait, il n'avait pas été validé. Ou il y en avait un, mais en tout cas, le plan global n'était pas allé jusqu'au terme des validations institutionnelles. Et là, il y a toute une série de réflexions. En effet, pour tirer des conséquences d'Irma, qui a été un événement dévastateur, bien qu'on constate qu'il y ait chaque année des records dans les catastrophes naturelles, quelles qu'elles soient sur la planète, celui-là a quand même marqué les esprits. Donc on essaye d'en tirer des conséquences, et l'État le premier, en essayant de dire où est-ce qu'il faut habiter, où est-ce qu'il ne faut pas habiter. On est conscient qu'il y a une problématique, nous-mêmes on la porte et on la défend auprès des autorités en disant attendez, si sur une île vous dites à tout le monde vous ne pouvez plus habiter au bord de l'eau, tout le monde doit habiter, ça veut dire qu'il doit y avoir des impacts politiques, pour mettre des logements disposés, etc. Il y a plein de conséquences. Ce qu'on voulait dire, et je suis d'accord avec Fabienne, c'est que cela on le subit un peu, entre guillemets, parce que ça ne nous dicte pas forcément notre loi, si ce n'est qu'aujourd'hui, l'État porte une garantie illimitée pour un régime de catastrophe naturelle. Les assureurs ont payé, au total, 3,2 milliards. C'est beaucoup plus que le chiffre d'affaires qu'on a fait, en tout cas c'est depuis longtemps. Donc vous comprenez que si on n'avait pas le soutien de l'État, on ne serait pas capable. Donc qu'est-ce qu'on fait ? D'une part, on applique les lois de l'État qui dit là, sur ces zones, vous pouvez assurer très bien. Si vous ne prenez aucune mesure, les franchises seront multipliées dans le temps. Voilà. Ensuite, nous, on définit notre propre politique du risque et on tient compte de tout ce qui se passe sur la planète, puisque nous-mêmes, on s'assure auprès de réassureurs. Et les réassureurs, de temps en temps, disent voilà, j'achète des risques au Japon, aux États-Unis, dans les Antilles, en métropole, partout dans le monde. Eux fixent et constatent, analysent et ont des vrais climatologues qui analysent et constatent que la fréquence à la Martinique est plus basse de passage des cyclones qu'à la Guadeloupe et encore plus basse qu'à Saint-Martin. Donc tout ça fixe des prix en fonction des zones, en fonction des contrats, en fonction du type de construction, en fonction d'un certain nombre de paramètres, en fonction de l'âge du conducteur, en fonction dont on est obligé de tenir compte, puisque si on n'en tient pas compte, on va prendre une prime de 10 et on va payer 100 tous les ans. Donc on ne sera plus capable d'exister. Donc voilà, nous on se base sur un certain nombre de critères, dont les plans où on sait qu'il y a une probabilité plus importante de risque, pour pouvoir définir nos tarifs, qui indéniablement augmentent puisqu'on nous aussi on a des coûts, et pour pouvoir définir là où on est capable d'assurer et de ne pas assurer pour viser le long terme. Après, ce que va décider de faire sur le PPRN et quelles zones sont rouges, bleues ou blanches, nous, on est incapable de se positionner là-dessus, on n'est pas entendu. Et... Voilà, donc c'est... Mais on est conscient que ça pose de réels problèmes. Donc c'est un sujet intéressant, ce qu'on a échangé. Je remercie. Et puis là, donc, on voulait vous présenter quelques conseils pratiques. Donc là, on est plus sur la gestion sinistre. Donc tout d'abord, prenez les mesures nécessaires pour que les dommages ne s'aggravent pas. Alors dans notre jargon, on dit agir en bon père ou en bonne mère de famille. Dès qu'on constate qu'il y a des dommages, donc on fait en sorte qu'ils ne s'aggravent pas. Alors là, cette petite image est intéressante puisqu'on voit de l'eau en dessous. Alors déjà, pour éviter d'avoir des dommages, pas des dommages de mouille, mais en tout cas des risques d'inondation, il faut surélever tout ce qui est professionnel. Donc normalement, ça doit être mis sur des étagères. D'accord. Donc ça, c'est des conseils qu'on peut vous donner lors de la souscription. Donc protégez correctement votre contenu. Également, avoir tout ce qui est facture en mode digital. On l'a vu avec Irma, on prend le soin de conserver dans le petit classeur qui va bien. Mais quand il n'y a plus de toit, il y a que des trompes d'eau qui tombent. Ben, voilà. Donc vraiment développer tout ce qui est conservation en mode digital. On a maintenant des entreprises qui peuvent conserver en mode digital des informations, pour ne pas la citer, notamment la Poste. Donc voilà. Comment ? Oui, exactement. Ça devient vraiment impératif parce que en cas de phénomène majeur, il n'y a plus rien. Prendre également des photos, mais là, sur la photo, on est encore en mode et physique et digital, mais en tout cas, les photos, c'est important.
Donc tout ce qui concerne votre activité professionnelle doit être sécurisé, mémorisé bien sûr, et sécurisé chez vous et dans un autre point. D'accord, sur un autre point. Qu'est-ce que tu veux rajouter, Constantin? Non, en effet, c'est faire preuve de beaucoup de pragmatisme, et je pense qu'il y a eu beaucoup d'échanges là-dessus depuis Irma, et des conséquences. Le tout étant de ne pas oublier, puisque ça fait maintenant 2 ans, et on a eu un petit rappel avec ce qui s'est passé dans les Bahamas il n'y a pas longtemps. En effet, on a tendance à oublier tous ces conseils pratiques. Il faut être pragmatique, ça se passe avant, et donc anticiper, penser à bien stocker toutes ces informations. Évidemment, aller voir son assureur ou son courtier pour être sûr d'être bien couvert, bien garanti, que ça soit adapté. On a vu qu'il y avait une part de la population qui n'était pas assurée, mais aussi une part de la population qui était sous-assurée. Alors, est-ce qu'on déclare tout son chiffre d'affaires à l'assureur? Est-ce qu'on déclare tout ça? Voilà, et après, chacun est libre de faire ce qu'il souhaite. Quoi qu'il en soit, en effet, bien équilibrer, évaluer son contenu, le contenu de son matériel professionnel, le contenu de ses véhicules, de tout ce qui est nécessaire à l'activité de l'entreprise. Voilà, si on s'assure pour 5 000 € alors qu'on en a pour 150 000 €, c'est les écarts qu'on a pu constater. Forcément, ça peut faire mal après. Et peut-être aussi se méfier à ne pas surréagir. Chacun est aussi libre de sa part d'auto-assurance, de se dire voilà, moi je veux bien prendre aussi un risque, mais en effet il y a bien préparé la façon dont on se protège aussi bien pour ses documents que pour soi-même que pour sa capacité financière. Voilà. Alors, c'est vrai que le travail de préparation, en fait, il doit se faire dès la souscription. Donc, je répète un peu, mais s'assurer que on a les bonnes valeurs assurées. Ça, c'est extrêmement important. S'assurer qu'on a la bonne activité assurée. Ensuite, vérifier que son assureur a toutes les informations clients vous concernant. Quand je dis informations clients, j'entends adresse mail, numéro de téléphone, adresse du risque. On a eu des experts on avait des contrats avec des adresses de risque qui ne correspondaient pas à l'adresse réelle. Donc l'expert, il va au 25 rue numéro 25 et en fin de compte le risque a déménagé il y a 6 mois et c'est au numéro 80. Donc tout ça, ça a l'air de rien, mais ça retarde parce que l'expert il va et il dit j'ai pas vu le risque. Donc il repart, du coup il reçoit une autre mission et votre risque qui devait être visité le 12, mais il sera visité 15 jours ou 3 semaines plus tard. Donc vraiment s'assurer que le contrat d'assurance qui est le vôtre correspond exactement à votre activité. L'adresse, elle est bonne, la superficie, elle est bonne, les valeurs de contenu sont exactes, l'activité est bonne. Donc ça, ce sont les fondamentaux. Donc ça, c'est bien avant, c'est-à-dire on ne sait même pas qu'il va avoir quelque chose, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'il faut faire quasiment chaque année. Moi, je dis aux assurés, aux professionnels que je rencontre, c'est comme le dentiste, il faut y aller tous les ans et faire un point, une photo, à un moment donné de quelle est la situation de l'entreprise. Mais remettez à jour vos contrats d'assurance. Donc ça, c'est un premier élément important. Ensuite, ce qu'on a pu constater, c'est qu'un risque, à un moment donné il est bien, parce qu'il est tout neuf, et il peut lentement, mais sûrement se dégrader, entre parenthèses, se détériorer. Donc, c'est comme à la maison. Si on ne fait pas le ménage assez souvent, au bout d'un moment, ça ressemble à un musée. Quand je dis un musée, il y a de très beaux musées. Mais en tout cas, il faut s'assurer que dans l'entreprise, tout est fait de façon régulière. D'accord ? Une sauvegarde informatique, si elle est faite une fois sur 12, si entre le 1 et le 12, il y a un cyclone, un événement majeur, vous n'avez pas vos données clients. Donc ça va vous handicaper pour faire redémarrer votre activité. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc le commencement, mon contrat d'assurance, la réalité des valeurs assurées et le maintien de la qualité du risque dans le temps. Ça, c'est extrêmement important. Et ensuite, quand le sinistre, malheureusement, survint, alors il y a quelque chose que j'ai oublié de vous dire, déterminer les personnes dans l'entreprise qui sont responsables, qui doivent intervenir dans les premières heures, qui ont les informations importantes. Alors, je sais que Irma, c'était cataclysmique, et même pour les compagnies d'assurance, il a fallu se bouger. Mais en tout cas, il faut avoir dans votre entreprise, pouvoir repérer la personne
qui a l'information, la personne qui sait où se trouve tel document, la personne qui sait comment ouvrir, enfin, il faut, et ça doit se faire bien en amont. Dans notre jargon, ça s'appelle le plan de continuité d'activité, le PCA. Ça, il faut le faire à froid, hein, il faut le faire à froid. Donc ça veut dire qu'il faut faire des réunions de travail pour dire, si demain il y a un cyclone, on fait comment? On fait quoi? Qui on doit prévenir? Qui est responsable de quoi? D'accord? Si demain j'ai un incendie, on parle de cyclone, mais si demain j'ai un incendie, qui est responsable de quoi? Qu'est-ce qu'on doit faire? Etc., etc. Et on peut le décliner à l'infini. D'accord? Et je vais laisser peut-être Constantin. Pardon? Plan de continuité de l'activité. Ça s'appelle le PCA. D'accord? Et après, une fois que le sinistre survient, les coordonnées de votre assureur, évidemment, ça a l'air tout bête, mais numéro de téléphone, comment le contacter, oui. Votre numéro client, le numéro de contrat d'assurance, enfin des choses basiques. Et alors, on n'en a pas beaucoup parlé, mais quand on a subi un sinistre, on est en état de choc psychologique. Donc, les choses les plus simples, moi j'ai eu des personnes au téléphone, les choses les plus simples, les gens sont complètement paniqués. Donc il y a une dimension psychologique dont on parle à froid qui n'est plus du tout la même quand on est en situation de post-crise. Et que c'est basé, en fin de compte, l'agence est basée en Martinique et peut-être ils vont avoir pas assez de clients pour le déplacement. J'estime que quand même, je pense que quand même l'assurance est chère et quand il y a un problème, il faudrait qu'ils puissent se déplacer dans les 2 premiers jours quoi, et ne pas attendre 3 semaines. Je trouve que c'est extrêmement long, sous prétexte qu'ils n'ont pas beaucoup de clients sur cette île et ils ne peuvent pas venir. En général, ils viennent je pense, c'est 1 fois par mois. Je viens juste ça, c'est un cas. Hein. Je viens juste me permettre de répondre, parce que du coup, il y a quelques mois, j'étais de l'autre côté de la barre, j'étais gestionnaire de sinistre en assurance. Les experts, s'ils ne déterminent pas, ils ne viennent pas, déjà, il n'y en a pas des masses à Saint-Martin, il n'y en a pas du tout à Saint-Martin, donc ils doivent se déplacer. L'expert, lorsqu'il reçoit la mission, il ne faut pas croire, en fait, qu'il traite... En fait, il y a un certain nombre de rendez-vous. Malheureusement, avec Irma, on a vu que les experts étaient débordés. Des experts de la métropole, d'ailleurs, sont venus en aide parce qu'ils ne pouvaient pas tous, en fait, venir expertiser tous les sinistres qu'il y avait à Saint-Martin. Donc, c'est pas qu'ils ne veulent pas... En fait, 3 semaines, à la rigueur, je me dirais que c'est un délai raisonnable pour juste un exemple. Hein. Ouais, bah, c'est un délai raisonnable et malheureusement ils peuvent pas tous en fait. Le manque d'experts à Saint-Martin fait qu'aujourd'hui ils peuvent pas. S'ils reçoivent une mission aujourd'hui, ils peuvent pas être là au bout de 2 jours. C'est juste ça. C'est pas l'assureur qui ne veut pas. C'est juste que voilà, son planning fait qu'aujourd'hui à l'instant T, même s'il y a la mission, même s'il voudrait vraiment se déplacer, sauf vraiment cas de force majeure où il y a des sinistres où là l'expert il va se déplacer tout de suite, comme des gros incendies où là il faut absolument que l'expert soit sur place pour faire une première expertise. Après pour d'autres dossiers, malheureusement, voilà, ils peuvent pas être là tout de suite quoi. Merci pour cette... Ouais, en effet, c'est pas si simple. Comme pour les entreprises, les autres entreprises, les assureurs, est-ce qu'ils sont préparés à gérer un événement qui arrive tous les 20 ans et avoir à disposition tout de suite le bon nombre d'experts pour gérer 5 années de sinistre qui arrivent immédiatement en une seule journée? Donc en effet, il y a déjà cette problématique de est-ce qu'on est suffisamment bien préparé nous? Là, justement, depuis 2 ans, on tire des conséquences de qu'est-ce qu'on peut améliorer, comment on peut améliorer l'efficacité. Est-ce qu'on peut mettre en place des circuits automatiques, déjà se concerter entre assureurs, entre experts, pour définir les mêmes grilles, tout ce qu'on peut prévoir à l'avance pour améliorer l'efficacité si demain ça se reproduisait. Donc il y a eu un certain nombre d'ateliers, de choses, on a automatisé des choses, on a pris contact avec beaucoup d'experts, on sait un peu comment ça fonctionne, maintenant c'est tout frais. Est-ce que si ça se reproduit dans 5, 10, 15, 20 ans,
on aura conservé forcément, il y aura de l'amélioration. Donc ça, c'est le point. Voilà, on admet que les choses auraient pu mieux se passer si on était encore mieux préparé, on automatisait, voilà. Donc ça, c'est déjà bien passé, on a tiré un certain nombre. Ensuite, il y a l'aspect extraordinaire de cet événement, où même nous, voilà, les salariés n'avaient plus de maison, plus de voiture, plus de téléphone. Les experts, faut les joindre. Le temps qu'ils viennent sur l'île, il y a peu d'avions, il n'y a pas de logement, les matériaux ne viennent pas. Comment centraliser le temps qu'on s'organise? En effet, ça a mis parfois, quand on va chez les assurés, ils sont plus chez eux, ils sont partis ailleurs, il faut les recontacter. Il y a tout un tas de problèmes opérationnels que vous avez constaté vous-même dans les quelques jours après Irma, c'était le chaos. Donc ça, je ne sais pas de quelle façon on peut s'y préparer et faire qu'en 3 semaines. Alors, il y a des experts basés sur Saint-Martin. Il y a des experts, oui, il y a des experts basés. Oui. Non, il y a des experts automobiles et dommages aux biens basés à Saint-Martin. D'accord. Après, Irma a été exceptionnel, donc il y a eu des renforts d'experts de Guadeloupe, de Martinique et même de métropole, mais je vous confirme, il y a des experts qui sont basés à Saint-Martin. J'ai une question. Quels sont les recours de l'assureur vis-à-vis des experts qui vous ont mandaté? C'est-à-dire que l'expert a fait un premier constat, etc. Il a dressé la somme des dommages. Il y a une réévaluation 3-4 mois après parce qu'il y a des surprises qui arrivent, etc. Et là, les dossiers sont bloqués pendant 6-8 mois. Il n'a pas besoin de revenir puisqu'il a toutes les photos. Et l'assureur dit, écoutez, je sais pas, mis à part le fait de saisir l'expert régional ou un petit peu plus au-dessus, est-ce que l'assureur est marié, entre guillemets, avec un expert? Alors, l'expert est mandaté par la compagnie d'assurance. D'accord? Donc, marié, non, mais en tout cas, l'expert est mandaté par la compagnie d'assurance. L'expert se doit de remettre un rapport avec qui définit l'évaluation, qui détermine l'origine du sinistre, enfin ce qu'on appelle la matérialité du risque, qui détermine le coût, et de livrer son rapport. Et ensuite, on doit rentrer dans une relation, je dirais, intelligente. S'il y a des nouveaux éléments que l'assuré transmet à l'expert, le rapport doit sortir. Enfin, peut-être j'ai mal compris votre question. En fait, le deuxième rapport complémentaire, il a mis 12 mois à sortir. Parce que l'expert n'a pas pris le temps juste de le mettre en forme convenablement pour l'assureur. Donc oui, donc là c'est lié au fait que là il y a eu un manquement par manque de temps, par manque de professionnalisme, j'en sais rien, mais en tout cas l'expert est mandaté par la compagnie et en plus les compagnies sont extrêmement vigilantes pour que les rapports sortent le plus rapidement possible. Ça fait même partie du cahier des charges qu'on demande aux experts. Parce que la compagnie d'assurance souhaite indemniser le plus rapidement possible. Ça, c'est quelque chose qu'il faut que vous... même si ce n'est pas toujours le cas, et Irma n'est pas puisque Irma, ça a été exceptionnel, mais l'intérêt d'une compagnie d'assurance, c'est que les dossiers et que les assurés soient indemnisés le plus rapidement possible. Un dossier qui traîne, c'est du temps perdu, donc de l'argent pour tout le monde. Donc, dans les conventions qui lient l'expert, les compagnies d'expertise et les compagnies d'assurance, il y a un volet qui est extrêmement important, c'est délai j'oublie le terme, mais c'est délai de livraison, traitement. Et donc ça, c'est un élément important. Et donc, c'est des choses qu'on vérifie et qu'on pilote. On a par exemple des fichiers avec des dates de mission d'expertise. Donc on a missionné l'expert, je dis n'importe quoi, le 10 mai. Il va être relancé le 10 juin. Il va être relancé le 10 juillet. On les relance pour que les experts... Mais ça, je sais que l'assurance a fait très bien son travail. Oui. Mais si vous avez en face de vous quelqu'un qui ne répond pas et que ça prend 9 mois, pour éviter que ça dure 9 mois et que vous le relanciez 10 fois, est-ce que vous avez d'autres recours en disant, bon, ça suffit, on prend un autre expert? Dans le pire des cas, oui, ça peut être le cas. Mais bon, après, c'est reprolongé encore. Voilà, mais oui, si on est vraiment dans le cas d'une non-réponse absolue, dans ce cas-là, on missionne un autre expert. Mais ça vient encore rallonger.
Et ensuite, des fois, les pièces de l'assuré ont déjà été confiées à l'expert. Enfin bon, c'est très compliqué. Mais en tout cas, il faut... enfin, les compagnies d'assurance font en sorte que ça se passe le mieux possible. Nous, plus tôt on a les rapports d'expertise, plus tôt on est en capacité de régler le sinistre. Donc, Et si vous avez le double des pièces fournies par l'assuré, si l'assureur est copié avec l'expert sur toutes les pièces justificatives, photos, factures, je ne sais quoi, est-ce que vous ne pouvez pas prendre des préconisations tout seul ou vous avez vraiment besoin du rapport de l'expert? Alors en fait, il y a un peu les deux. Déjà, c'est encore une fois un système qui est défini par un régime légal. Donc d'avoir le rapport d'un expert à agréer permet de justifier de la véracité des dommages, de justifier une certaine expertise en fait, parce que c'est un métier d'expert. On n'est pas architecte, on n'est pas couvreur, on n'est pas... Donc de définir après, certaines compagnies ont leurs experts internes qui sont capables de challenger les rapports en disant bon là c'était 100 € du mètre carré, c'est 1000 €, est-ce que c'est vraiment l'effet de l'inflation des coûts à Saint-Martin ou est-ce que c'est l'effet du... voilà. Les experts se sont entendus, il y a eu autant de cas, certains cas où les experts ont mis du temps à sortir leur rapport parce que l'assuré était injoignable, parce qu'il manquait des éléments, parce qu'il y a un expert d'assuré qui était venu discuter les prix sur chaque ligne, etc. Il y a certaines fois où l'expert d'assurance a laissé tomber le dossier quelque part, a été pris, etc. Enfin, il y a eu tellement de raisons qui ont justifié les retards. Et c'est vrai que de redémarrer à zéro avec un autre expert, on l'a fait au début parce qu'il y a un expert avec qui on n'était pas d'accord. À chaque fois, il y avait des contestations sur les montants. Et donc ça arrive. Et voilà, nous, ce qu'on voulait, c'était que ça se passe, comme le dit Fabienne, au plus vite, dans les normes du métier. Et puis qu'on puisse clôturer les dossiers et puis signer une lettre d'acceptation. Après, que la toiture ait été évaluée à 100, 500 ou 1000 le mètre carré, à partir du moment où l'assuré est d'accord avec l'évaluation, on signe et on engage. Si 6 mois après, finalement, il se rend compte qu'il a signé à 500 alors que c'est 1000, bah, la vie se passe, ça aurait pu baisser. Voilà. Mais il y a tellement d'effets qui sont rentrés dans l'évaluation et dans le traitement des dossiers des experts. Ils en ont une quantité astronomique, voilà, ça a été... Mais encore une fois, on essaye de fiabiliser tout ça, d'en tirer des conséquences. Et puis, en attendant le rapport d'expertise dans vraiment les situations d'urgence, les compagnies d'assurance libèrent des acomptes. Donc ça permet quand même de donner une bouffée d'oxygène en attendant le rapport définitif. Mais on est vraiment... le rapport définitif de l'expert. Donc on libère des acomptes. Tout à fait. Et l'acompte peut être libéré en fonction des valeurs contractuelles. On se dit s'il y a 40 000 € de contenu, compte tenu du phénomène Irma, bon, les 40 000 € ont été perdus. Donc on peut libérer déjà 40 000 €. En attendant que le rapport d'expert fasse son rapport, par exemple, sur le bâtiment. Donc voilà, on met quand même en œuvre des choses, mais en tout cas, c'est important que vous sachiez que on suit avec beaucoup d'attention les missions d'expertise, les délais de traitement, etc. Parce que nous, on a besoin de ces rapports pour pouvoir clôturer définitivement les dossiers. Alors, ça dépend des compagnies. Ça dépend des compagnies, mais certaines compagnies commencent à développer ce qu'on appelle le gré à gré. C'est-à-dire l'assuré est en contact avec son assureur, va donner un certain nombre d'informations sur le risque et en fonction de l'importance du risque estimé, on peut, entre assuré et assureur, tomber d'accord sur un montant, sur une valeur qui vous est... Et s'il y a une tierce partie, c'est là où ça devient un peu compliqué, c'est ça? Alors s'il y a une tierce partie... Par exemple... on peut plutôt faire appel à une expertise. Il y a le voisin, il a une fuite et c'est... Ouais. D'accord. Ouais. Oui.
Ça va se faire par visio, donc assuré, il y aura déjà son état de perte, il va dire bon ben voilà j'ai ça, il transmettra ses factures, l'expert va faire son chiffrage, il transmettra sa d'acceptation, donc généralement ça au bout d'une semaine c'est réglé, c'est fait. Donc c'est soit accompagné comme elle disait gré à gré ou la téléexpertise, et si vraiment il y a une tierce personne, là il y aura une expertise sur site. En effet, mais les process d'indemnisation sont différents de chacune des compagnies. L'idée étant, en cas de catastrophe naturelle, ça a permis aussi d'améliorer la rapidité, bien qu'on puisse penser l'inverse, d'avoir des experts qui font des rapports pour lesquels une maison cassée, voilà, ils ont des rapports presque type et sont capables de faire des rapports en batterie parce qu'il y en a eu un certain nombre. Après, en effet, ça dépendait des sinistres. Certaines maisons qui étaient assurées, un locataire qui a un contenu assuré de quelques milliers d'euros et on voit que la maison est toute par terre, etc. On ne va pas passer 10 ans à faire un rapport, à les chipoter. On sait que le plafond est atteint. Une énorme villa avec beaucoup de matériaux, etc. On demande un rapport d'expert qui prend en général un peu plus de temps. Une entreprise où il y a de la perte d'exploitation, où il y a des biens professionnels, parfois des machines atypiques, parfois voilà, donc tout ça peut générer un peu plus de temps. Mais en effet, l'idée étant d'optimiser, d'améliorer l'efficacité via l'expertise. On a fait le tour. En tout cas, on a terminé sur la présentation. Et donc, si vous avez des questions, d'autres questions, on est à votre disposition. On voulait vous faire passer, en tout cas, les informations essentielles. Donc, on est à votre disposition. Oui, on peut passer. Alors justement, la question. Si nous n'avons plus de questions, le support qui a été utilisé, donc avec l'autorisation du comité, je vous le transmettrai. La CCISM aussi a produit un guide de gestion des sinistres en entreprise que nous avons fait relire par que nous avons fait relire donc par le comité des assureurs des Antilles-Guyane. Le guide sera en téléchargement libre donc sur notre site internet www.ccism.com et également via nos réseaux sociaux. Donc nous vous remercions d'avoir suivi cette séance avec nous aujourd'hui. Restez connectés à notre page Facebook, à nos réseaux sociaux pour avoir les informations pour les événements à venir.